Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Au Biafra, la guerre civile a fait entre 1 et 2 millions de morts, selon les estimations. Elle a démarré le 30 mai 1967, lorsque la région orientale du Nigeria s'autoproclame République du Biafra. Quelques semaines plus tard, les forces fédérales franchissent la nouvelle frontière et lancent une offensive contre les séparatistes. Sur fond de richesses pétrolières, ce conflit devient bientôt un terrain d'affrontement à distance entre le Royaume-Uni et la France, ancienne puissance coloniale. Tandis que les Britanniques arment l'armée nigériane, la France apporte son aide au Biafra et dénonce un génocide. La région sombre alors dans la famine et les images d'enfants mourant de faim font le tour du monde. Le Biafra réintégra finalement le Nigeria le 15 janvier 1970. Le chef de la rébellion part en exil, mais le conflit laisse de profonds stigmates. La région du Sud-Est souffre aujourd'hui d'un chômage de masse et d'une corruption endémique qui provoque des flambées de violence. Selon Amnesty International, plus de 150 manifestants ont été tués par les forces de sécurité entre 2015 et 2016. 50 ans plus tard, de nombreux vétérans sont morts en emportant leurs secrets dans la tombe. Mais nos reporters Rosie Collier et Moïse Gomis ont pu rencontrer des survivants et recueillir leurs souvenirs de guerre. Voici leur reportage. La guerre civile nigériane a commencé ici à Obudu. Il y a 50 ans, cette localité était située à l'extrême nord du Biafra. Les premiers tirs des soldats ont résonné sur ce marché, provoquant la panique des habitants. Les échoppes ont été pillées au fur et à mesure de l'avancée de l'autre camp. Augustine Ougar avait 10 ans lorsque le conflit a éclaté. Aujourd'hui écrivain et politicien, c'est une figure locale. Ses souvenirs de la guerre sont gravés dans sa mémoire. J'ai suivi certains adultes qui s'enfuyaient de la brousse vers les lignes arrières et à travers champs. On s'est échappé comme ça. J'avais juste mon pantalon. J'ai couru. Et je les ai suivis sans savoir où j'irais. Mais à partir du moment où j'ai su à qui j'avais affaire, j'ai dû courir et les suivre. Nous sommes allés dans les villages de l'intérieur. Et on s'est installé dans un de ces coins. On y est resté un bon moment. C'était dur pour nous d'avoir de la nourriture. La famine se propage, d'autant que le Nigeria impose autour du Biafra un blocus maritime et aérien. La faim devient une arme de guerre, les troupes nigérianes mettent à sac les réserves de nourriture, les puits sont empoisonnés. Dans les mois suivants, 1 million d'enfants succombent à la malnutrition. Augustine se remémore sa mère et sa sœur. Elle rampait en pleine nuit pour chercher à manger sans savoir où aller. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec cette femme. À l'époque, elle faisait de la contrebande, elle avait 14 ans et elle s'est lancée toute seule pour trouver des produits de première nécessité. Nous n'étions pas autorisés à franchir la frontière, on devait transporter des choses uniquement de nuit. Je me souviens m'être caché pour éviter les soldats d'en face. Des gens de l'autre côté nous aidaient à nous procurer ce dont nous avions besoin. En cas de capture, les soldats nous auraient mis dans des tranchées puis torturés avant de nous forcer à payer. Toute son enfance, Augustine a été nourrie du récit des exploits des soldats biafrais face aux troupes loyalistes. Ils étaient 250 000 à s'être engagés en moins d'1 an pour défendre la sécession du Biafra. Mais l'envers du décor est plus cruel. Cette armée peu formée est vaincue en à peine 30 mois. À la fin du conflit, plusieurs milliers de soldats biafrais désertent. C'est le cas de Vincent Obara. 50 ans plus tard, il ne ressent plus du tout de honte. Sur le moment, c'était la pagaille. Rien n'était organisé. Et donc, je devais me rendre dans un village, me cacher là avec mon arme et mon uniforme. Je n'avais rien d'autre que ma tenue militaire, jusqu'à ce qu'une âme charitable me donne des habits civils. Des milliers de soldats biafrais tombent sur les champs de bataille. Davantage encore sont blessés. Mais les hôpitaux sont inexistants et les Biafrais ne peuvent compter que sur l'aide médicale d'ONG étrangères.
Le Comité international de la Croix-Rouge organise alors des ponts aériens. Des centaines de soldats blessés sont ainsi soignés à l'étranger. Quelques-uns sont évacués en Norvège. Le pays scandinave a été à la pointe en termes de dons par habitant dans l'humanitaire au Biafra. John Paloma compte parmi ces soldats traités en Norvège. Il a 15 ans quand il rejoint les troupes biafraises. 2 ans plus tard, il se réveille sur un lit d'hôpital. Il a subi une grave blessure. Ses chances de survie sont minces. On lui annonce alors qu'il va rejoindre Oslo. En frôlant la mort, il change de trajectoire de vie. Je traite les séquelles de cette balle depuis ma grave blessure en 1969. La balle a fini dans mon omoplate, en dessous de mon bras. Elle est restée logée là presque 9 mois avant l'opération, dans un hôpital norvégien près d'ici. Les Norvégiens ont récolté des millions de couronnes, leur monnaie nationale, pour le soutien humanitaire au Biafra. Ces fonds ont sauvé des milliers de vies. Le soldat John se métamorphose alors en activiste humanitaire. Il voyage à travers sa nouvelle terre d'accueil. Dans la Norvège des années 60, son profil est insolite. Il suit le secrétaire général d'une structure réputée, la Norwegian Church Head. Aujourd'hui, John a rendez-vous avec un ancien leader de l'ONG norvégienne, avec une seule question en tête, l'impact de la guerre du Biafra en Norvège, 50 ans plus tard. On évoquait à l'époque le concept d'enfant biafrais. C'est devenu un concept non seulement associé aux gens du Biafra, mais aussi à la famine ou à la faim. En fait, il y a eu de vives critiques, car certaines images confinaient des Africains en position d'éternels mendiants, comme si tout ce qui venait d'Afrique était lié à la famine ou aux catastrophes. Et vous ? Quel regard portez-vous sur le Biafra aujourd'hui? Je me souviens de mon séjour à l'hôpital. Pour moi, ces images ont mis la lumière sur cette réalité. Les gens se rendaient compte de ce qui s'était vraiment passé. C'est intéressant. En fait, diriez-vous que ces clichés ont permis de ne pas déshumaniser les Biafrais et en même temps d'humaniser les Norvégiens? Oui. L'université de Nsukka joue un rôle majeur durant la guerre civile. Chercheurs et étudiants aident à dessiner et à fabriquer des armes sur place. Les intellectuels, eux, élaborent la propagande et les discours. Chike est Déphobie à 33 ans. Il est trop jeune pour avoir connu la guerre. Pourtant, il est passionné par cette période. Le jeune homme consacre tout son temps à recenser et numériser les documents de l'époque, ici même à l'université, un des fiefs de la rébellion. Les crises antérieures à la guerre civile expliquent le retour massif du peuple Igbo en provenance des 4 coins du Nigeria, et en particulier celui d'intellectuels et universitaires qui vivaient ailleurs. Tous se sont rassemblés sur ce campus réputé. Nsukka était considéré comme le cerveau, l'épicentre du mouvement de sécession. C'est d'ici que partaient les analyses et les stratégies. C'est pourquoi les forces loyalistes, et notamment leurs soldats, ont mis beaucoup de cœur pour faire tomber cette citadelle. Ils ont pris d'assaut le campus pour le réduire en miettes. Chike s'est donné pour mission de connecter le passé et le futur grâce à un projet multimédia. La bibliothèque du campus de Nsukka lui fournit un espace essentiel pour sa compilation de centaines de clichés. Mais c'est une course contre la montre, car de nombreux livres et documents ont été détruits durant la guerre. Je viens d'apprendre qu'il y aurait des informations dans certains de ces ouvrages. Peut-on y jeter un œil? Oui, bien sûr. Le titre de celui-là, c'est « Une nation est née ». Oui, cette nation est née juste après le passage à l'université d'Ojukwu, le chef militaire de la sécession biafraise. Chike est dans une quête sans fin. Il veut en savoir toujours plus sur les têtes pensantes de la sécession. Le responsable de l'université accepte de le rencontrer, car Chike s'interroge sur l'indifférence des autorités nigérianes, notamment vis-à-vis de l'héritage technique et scientifique de la guerre du Biafra. Ici, ils ont fabriqué des roquettes. Ils ont aussi créé l'équivalent d'armes de destruction massive et beaucoup de choses utiles au combat.
C'est une dynamique que nous tentons de relancer aujourd'hui. Regardez comment le Japon a su exploiter ça après la Seconde Guerre mondiale. Il a converti son industrie de guerre en technologie de pointe civile. L'Allemagne a fait de même. Malheureusement, les acquis technologiques des Biafrais ont été ignorés. Ce savoir-faire est en passe d'être perdu. Pourtant, des mines antipersonnelles et des bombes de l'époque sont encore présentes sur le territoire. Balajak Yakubu est un démineur. Il traque ces engins explosifs disséminés durant la guerre civile. Aujourd'hui, il montre à des leaders de cette communauté locale des armes qu'il a déterrées récemment, comme ce missile fabriqué à partir de canalisations ou encore ce lance-roquettes, fruit du recyclage d'une locomotive. Pour activer cette arme, le tube bascule du haut vers le bas et compresse ce ressort. Puis l'effet sur le ressort permet de projeter la bombe. Alors le ressort se détend. La fumée de l'explosion s'échappe par ce petit trou. Bala et son équipe de déminage mènent ce chantier depuis 2009. Ils ont retrouvé 17 000 engins qui n'avaient jamais explosé. On estime à 300 le nombre de personnes tuées, victimes de ces bombes à retardement. Jusqu'à présent, très peu de prévention et de sensibilisation, alors que ces machines de guerre pullulent dans ces zones de vie. Il y a parfois des munitions qui dorment dans les lits des rivières et sans le savoir, on va puiser de l'eau puis la consommer. C'est pollué, mais vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Et un jour, vous vous trouvez avec un problème de rein. Tout ça, en fait, ça vient de là. Et ces engins très rouillés, comme celui-ci, sont les plus dangereux, car ils sont instables. Les démineurs comptent sur la générosité de mécènes privés, comme ce millionnaire, convaincu par la démonstration de Bala. Franchement, vous faites un travail admirable. Nous, qui ne voulons pas être indifférents, alors que nos compatriotes meurent à cause de la négligence, je peux vous garantir, nous allons faire le nécessaire. Nous allons donner le peu d'argent que nous avons, nous allons le faire pour que vous puissiez continuer à déminer. Beaucoup reste à faire pour alerter le public de la proximité du danger. Les armes se sont tues depuis 50 ans et pourtant des engins frappent encore de manière aveugle. Ces enfants s'amusent sur ce terrain ignorant tout de son histoire. Plusieurs bombes ont arraché les jambes ou pieds de victimes. La dernière explosion remonte à 2012. Les démineurs reviennent vérifier cette zone dont l'accès était interdit il n'y a pas si longtemps, car la menace d'un accident plane toujours. Ces démineurs sont là pour être sûrs qu'il n'y a aucun danger, pour que vous puissiez jouer en toute tranquillité ici. Vous avez fui en nous voyant arriver, nous vous avons rattrapés. Nous sommes là pour garantir la sécurité de cet endroit, pour vous, pour les enfants. Mais s'il vous plaît, ne jouez pas autour de cet engin, et surtout n'entrez plus dedans. Kelechi Obasi revient rarement dans ce village où elle a grandi. Elle a vécu une enfance paisible jusqu'au jour de l'accident où elle a perdu sa jambe droite. Ce handicap rend compliqué ses séjours ici. Kelechi, ma fille, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Kelechi est fière de montrer à ses parents ses béquilles toutes neuves. Elle a attendu plus d'1 an avant de pouvoir en bénéficier. La jeune femme peut désormais se déplacer toute seule. En revanche, revenir sur ces lieux est très dur. C'est dans ce bosquet qu'elle a perdu sa jambe. C'était il y a 16 ans. Elle avait 10 ans. J'étais en train de jouer et je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de manipuler un objet dangereux. Je tapais avec un couteau sur l'engin métallique jusqu'au moment où ça a explosé. J'ai entendu un boom et j'ai essayé de m'échapper. Je ne me suis rendu compte de rien. Je suis parvenue jusqu'au centre de soins où ils ont tenté de sauver ma jambe. Mais il était trop tard. Ça s'est gangréné. Kelechi s'appuie sur son vécu pour sensibiliser autour de ces armes de guerre enfouies dans le sol du sud-est du Nigeria. Le gouvernement fédéral accorde peu de moyens à cette question de sécurité publique. Ce manque n'affecte en rien la détermination de Kelechi. Diplômée et sans travail, Kelechi
Kelechi consacre 100% de son temps actuel à cette cause et elle espère que beaucoup d'autres suivront ses pas pour que cette guerre ancienne ne fasse plus de nouvelles victimes. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Le 13 novembre 2015, leurs vies ont basculé. Victimes, secouristes, simples citoyens, ils ont chacun à leur manière transformé leurs habitudes, changé de métier ou se sont mis au service des autres. Portrait croisé de 4 Français, 2 ans après les attentats. C'est un reportage de Jean Barrère, Aurore Dupuis, Augusta Lunardi et Pierrick Laurent. Cette nuit-là, leur vie a basculé. Le 13 novembre 2015, ils travaillaient. Ils étaient sortis danser, boire un verre, quand des kamikazes et des tireurs ont attaqué Paris. Comment ? 2 ans plus tard, les Français font-ils face à la pire attaque terroriste qu'ils aient connue ? Voilà. On ne peut pas imaginer que cet espace-là, c'était que des corps et des gens par terre. Depuis son appartement au-dessus du bar La Belle Équipe, Jean-Luc Vertenschlag assiste à la fusillade. Il intervient alors pour secourir les victimes. Cet espace vide, là, que je vois tous les jours quand je sors de chez moi, avec un peu de fierté, je me dis que c'est grâce à l'intervention des civils ce soir-là, que là, il n'y a pas encore un an. Ce soir-là, il pose un garrot de fortune avec sa ceinture et sauve la vie d'une femme. Depuis, Jean-Luc garde toujours avec lui une trousse de secours conçue pour les attentats. Cette sacoche, elle contient tout ce qui nous a manqué ce soir-là, comme matériel pour pouvoir traiter les personnes blessées lors d'attaques de masse, avec des blessures par balle, des blessures extrêmement graves. Garrot, bandage compressif, couverture de survie, c'est pas de la paranoïa, c'est être prêt. Et quand on est prêt, on est beaucoup plus serein. Son souhait désormais, que ces trousses de secours s'imposent dans l'espace public. La scène Boulga est allée encore plus loin. Donc, arme vide. Reçu arme vide. Cet agent de sûreté de la SNCF est devenu réserviste dans la gendarmerie. Entraînement physique, application de la loi, usage d'armes à feu, le meilleur moyen selon lui de défendre la population. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ce qui vient de se passer ? Ça veut dire, c'était une forme d'injustice. Donc il y a eu de l'empathie aussi, parce que je me disais que, étant père de famille, ça peut arriver à ma femme, à mes enfants, à moi, à ma famille. La Seine travaillait à la gare du Nord lorsque les terroristes ont frappé. Il n'a pas supporté devoir attendre des heures avant d'avoir des nouvelles de ses amis et de sa famille. Il passe désormais la moitié de son temps libre à patrouiller dans les rues. Je me sens rassuré, je suis entouré. Et en fait, justement, c'est de cette confiance que je pars au quotidien pour rassurer autrui. C'est pour ça que je me suis engagé. Je me suis engagé parce que je me suis dit, il va falloir agir, il va falloir protéger et servir. À sa manière, Caroline Langlade s'est aussi mise au service des autres. Victime directe des attentats, retenue durant 3 heures avec une quarantaine d'autres personnes dans une pièce du Bataclan. C'est en aidant les victimes qu'elle parvient à se reconstruire elle-même. Le soir du 13, j'ai l'impression d'avoir été scindée en deux et d'avoir perdu la moitié de moi-même. Cette moitié, c'est mon innocence, c'est ma naïveté, ma croyance en l'avenir, en la beauté des choses. Cette moitié vide, j'ai appris à la remplir pendant ces 2 années de tout ce que les autres m'ont apporté. 2 années au service de l'association de victimes du 13 novembre, Life for Paris. Tu vas bien ? Ça va. Ce soir-là, Caroline Langlade fête sa renaissance. Un livre a germé du traumatisme. Elle y détaille son combat pour réparer les vivants et se réparer elle-même. J'aimerais envoyer de l'espoir à toutes les personnes qui pourraient un jour vivre ce qu'on a vécu et leur dire que malgré le fait de vivre un attentat, la vie ne s'arrête pas et qu'il y a un futur qui est possible. Ce futur, Thomas Zarouba l'a saisi.
Le soir des attentats, il manque un rendez-vous au Carillon, l'un des bars visés par les terroristes. Choqué, il décide de quitter son métier de publicitaire pour des entreprises du CAC 40 et se lance dans la musique. Sa volonté, redonner du sens à sa vie. Je me dis, la mort elle est en bas de chez toi, donc tous les projets de je ferai ça plus tard, en fait plus tard c'est maintenant. Donc vas-y. Quelques jours après, il enregistre un album et décide de le dédier aux victimes des attentats. Quand j'ai reçu les messages des personnes qui ont écouté l'album en me disant que ça me fait du bien, ça me donne envie ça m'aide à repartir, etc. Je me suis dit, bon bah là c'est juste. Quand vous signez un deal avec une entreprise, dans ma vie d'avant par exemple, vous ne recevez pas ce genre de message. Hommage aura aux côtés des victimes le 13 novembre. Un hommage au combat de tous ceux qui ont perdu un proche, ou une partie d'eux-mêmes le soir des attentats. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Le 1er novembre dernier, l'autorité palestinienne a repris le contrôle des frontières de la bande de Gaza. Une première concrétisation de l'accord historique conclu au Caire entre le Fatah et le Hamas. Mahmoud Abbas exige désormais le démantèlement des groupes armés. Les milices, qui comptent plusieurs dizaines de milliers de combattants, s'y refusent. Regardez ce reportage signé Marine Vlavic. Dans la bande de Gaza, on les appelle les combattants de la résistance. Combien sont-ils? De 30 à 40 000 selon les estimations. Il nous aura fallu plusieurs semaines pour rencontrer ces miliciens qui prônent la lutte armée contre Israël et jugent ce combat légitime. Nous, les brigades Nasser Salah ad-Din, ainsi que les autres brigades, nous considérons que les armes de la résistance sont légales et qu'elles ne sont pas négociables. C'est une ligne rouge. Nous ne déposerons jamais les armes tant que nous vivrons sous occupation israélienne. Après quelques minutes seulement, les combattants nous demandent de quitter les lieux. Traqués par Israël, qui déploie nuit et jour des drones dans le ciel de l'enclave palestinienne, ils doivent lever le camp. Il y a des drones juste au-dessus de nous. Nous devons partir. Revendiquant plusieurs milliers de membres, les brigades Nasser Salah ad-Din sont l'aile armée du comité de résistance populaire, car dans ce petit territoire, peuplé de 2 millions d'habitants, chaque parti politique possède sa milice, une myriade de groupes inscrits sur la liste des organisations terroristes qui a forgé l'identité de Gaza. Ici, au centre de la ville de Gaza, on peut voir des portraits de martyrs et de commandants. C'est ça Gaza, c'est la résistance. Gaza en est fier, nous résistons tous les jours à l'occupation. Les groupes armés travaillent nuit et jour pour libérer nos terres de l'occupation. Cette lutte armée a pourtant coûté cher à l'enclave palestinienne, gouvernée de fait par le Hamas. Sous blocus israélien depuis 10 ans, plus isolée que jamais, la bande de Gaza traverse une crise économique et humanitaire sans précédent. Les différents mouvements palestiniens ont donc accueilli avec soulagement le rapprochement du Fatah et du Hamas. Il y a désormais une véritable volonté nationale de réconciliation. Et cette réconciliation est nécessaire pour le peuple palestinien. Nous pourrons être unis pour mener la bataille contre notre ennemi et édifier notre État avec Jérusalem pour capitale. Mais cette bataille n'est pas du goût de l'autorité palestinienne. Son président Mahmoud Abbas exige le démantèlement de la branche armée du Hamas. Les puissantes brigades Al-Qassam, le mouvement islamiste s'y refuse. Le Hamas a toujours été clair. Tant que nous sommes sous occupation et que nous n'avons pas d'État, nous devons garder notre armement pour nous défendre.
Une fois que nous aurons un État, que nous aurons trouvé une solution pacifique à ce conflit, alors nous pourrons en discuter. Mais on n'a pas d'État. Mahmoud Abbas ne peut même pas se protéger lui-même. Il vit sous les fusils des Israéliens. Est-ce que c'est ça que Mahmoud Abbas veut pour Gaza? En 10 ans, Israël et le Hamas et ses alliés se sont livrés 3 guerres. Malgré une trêve informelle, la tension est à son comble depuis que l'État hébreu a bombardé il y a 2 semaines un tunnel offensif du djihad islamique. La deuxième force armée de la bande de Gaza promet de répliquer en temps et en heure pour venger la mort de ses 12 combattants. C'est mon frère Ahmed qui est mort dans l'effondrement du tunnel de la liberté, alors qu'il essayait de secourir les combattants bloqués dedans. C'est un honneur pour nous qu'il soit tombé en martyr. Ahmed Abou Armana avait à peine 30 ans. Sa famille en deuil apporte un soutien sans faille à la résistance. Impensable d'imaginer la bande de Gaza sans lutte armée. C'est impossible. Qui défendra le peuple? Sans la résistance, Israël nous aurait rayé de la carte depuis longtemps. Je souhaite que Dieu renforce la résistance et qu'il y ait d'autres martyrs comme Ahmed et les autres. Fortes de ce soutien populaire, les brigades sont bien décidées à tenir tête à Mahmoud Abbas. Pour ne pas mettre en péril le rapprochement entre le Fatah et le Hamas, les 2 parties devront trouver un compromis. Ces encombrants soldats pourraient-ils être intégrés à une future armée palestinienne ? On peut parler d'une armée nationale palestinienne s'il y a une nation palestinienne. Mais il y a une occupation israélienne totale de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, et le siège et le blocus de la bande de Gaza. Mais c'est une idée qui peut être accomplie dans le futur, comme les milices israéliennes qui ont combattu en 1948 contre les Palestiniens. Une fois l'État d'Israël établi en 1948, ces différents groupes de militants ont été absorbés par les forces de défense israéliennes. Le Fatah et le Hamas doivent de nouveau se rencontrer au Caire le 21 novembre prochain. Mais la question épineuse du désarmement des brigades restera en suspens. Le chemin vers la réconciliation tant espérée par les Gazaouis est encore long. Cette année, à Noël, plus de 400 millions de smartphones seront vendus dans le monde. Leur durée de vie sera en moyenne de 2 ans. Puis, une grande partie d'entre eux partiront pour l'Afrique, notamment au Ghana, où ils alimenteront le marché de la seconde main. Ils seront des millions à finir leur vie là-bas, où ils pollueront le sol. En 2017, cependant, des hommes ont collecté des tonnes de smartphones cassés au Ghana pour les renvoyer en Europe. Le reportage de Vincent Girard. Miguel est un optimiste, de ceux qui espèrent en agissant. Depuis plusieurs mois, il tente une nouvelle technique pour recycler les vieux smartphones ghanéens avant qu'ils ne polluent le pays. Ce jour-là, il a rendez-vous à 60 km d'Accra, la capitale, dans un village où des hommes travaillent avec lui. Nous allons dans un endroit où un des agents collecte des téléphones. C'est bien de voir comment les gens apportent leurs téléphones cassés, comprendre qui ils sont et quelle est leur motivation. Sur la route, nous retrouvons une camionnette bariolée. C'est Nana Aïdou, le partenaire de Miguel. Ici, c'est un point de collecte. L'un de nos agents s'occupe de cette zone qui s'appelle Tsoum, qui inclut les villages environnants. Et voici comment ça se passe. Pour empêcher les carcasses de téléphone de finir à la poubelle, l'agent Prince va se servir du micro de la radio locale et battre le rappel. Ne gardez pas vos téléphones cassés chez vous. Ils sont mauvais pour la santé et peuvent vous donner le cancer. Ne les jetez pas non plus. Ils empoisonneront le sol. Amenez-les-nous, on vous les achète. J'en ai plein. 20 ? Non, plein. Plein de téléphones. Où avez-vous eu autant de téléphones ? Je suis allée les chercher. Je me suis promenée dans le coin pour en trouver.
Alors voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Combien pour un téléphone? 20 centimes d'euros. Quoi? Il faut augmenter à 30 centimes d'euros. Alors je vous dois 5 euros. La collecte semble fonctionner. Je suis content qu'il fasse cette collecte, mais il ne paie pas assez. Les échanges sont parfois animés. Alors, Miguel tente d'expliquer sa démarche. Vous voyez ces trucs en métal? On les enlève et on les recycle, mais ça n'a quand même pas beaucoup de valeur. Je ne l'ai pas convaincu, il ne va pas nous le vendre. Ici, les enfants sont plutôt durs en affaires. Quoi? Que ça? Je ne mange que 2 jours avec ça. Combien de téléphones avez-vous récupéré? Environ 500. Ces smartphones seront envoyés en Belgique pour être recyclés. L'opération est originale, car au Ghana, habituellement, c'est l'inverse qui se produit. Selon nos informations, tous les mois, 500 containers de matériel électronique usagé seraient importés. Des télés, des frigos, des ordinateurs, des téléphones, qui échouent ici, dans cette décharge nommée Akbok-Bloshi. Ça, je le garde. Et ça, je le jette. On y brûle les câbles pour en extraire le cuivre. Akbok-Bloshi est une mine urbaine toxique pour les milliers d'hommes qui y travaillent et qui ont dans le sang des quantités inhabituelles de plomb, de cadmium et d'arsenic. Non loin de la décharge, un hôtel de routard. Nous y retrouvons Miguel, le commanditaire de la collecte. En 2013, avec des designers engagés, il a créé Fairphone, le premier smartphone équitable. Nous fabriquons un smartphone. Oui, on a fait un smartphone très modulaire. Chaque bloc peut être séparé facilement. Donc vous êtes capable de le garder plus longtemps sans racheter un nouveau téléphone. Ce qui est le pire pour l'empreinte écologique. Ceux qui avaient déjà un Fairphone ont pu améliorer juste la caméra, par exemple. Des smartphones équitables, la start-up en a vendu 140 000 dans toute l'Europe. Nous reprenons la route. Pour réduire encore leur empreinte écologique, Fairphone et Miguel souhaitent retirer du circuit autant de téléphones qu'ils produisent. Alors, Miguel a promis de financer l'achat de 8 tonnes de carcasses de smartphones en 2017. Ce jour-là, Nana Eidou nous a proposé de visiter son stock déjà collecté. Et c'est du sérieux. Il y a environ 2400 kilos. Ah, vous avez acheté ça? Oui. Beaucoup de métaux contenus là-dedans, du cuivre, de l'argent et du palladium peuvent être recyclés. Même une partie du plastique peut être recyclée. Une autre partie fournit l'énergie pour le recyclage. Pour Nana, ce business est prometteur. De retour au bureau, il se sent pousser des ailes. On a un bel avenir dans ce business. On peut aussi collecter au Togo, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. On peut récupérer beaucoup de téléphones. Il rêve d'une dépollution d'une partie de l'Afrique de l'Ouest qui commencerait ici, sur sa petite balance, où se mesure chaque jour le poids des déchets, collectés en Afrique et renvoyés en Europe. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Cette année, le prêt-à-porter hiver 2017
fait la part belle à la contre-culture. Cuirasse, bouclier, les vêtements ne manquent pas de panache et enflamment les regards. Reportage. La mode, c'est avant tout une question de regard, de perspective. Ce qui paraîtra ridicule pour les uns se révélera harmonieux pour les autres. Pour les collections hiver, les créateurs de mode du monde entier se sont donné rendez-vous à Paris pour exposer leur point de vue. Loin d'être figés, leur vision évolue. Le plus étrange d'entre eux, Rick Owens, le prince de la contre-culture, prône aujourd'hui la sérénité. J'ai assez protesté. J'ai assez parlé de protestation et de déclin. J'ai voulu changer de direction et réfléchir à une manière plus positive de réagir, et pour moi, c'est de vivre la vie la plus civilisée possible. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la musique de Beethoven, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus civilisé que Beethoven ? Même s'il s'est bercé des symphonies du maître romantique, Rick Owens n'a pas abandonné pour autant ses fondamentaux. Dureté des volumes déstructurés, proportions exagérées. Incroyable, c'était génial. Je trouve que les vêtements, la musique et le lieu sont parfaits pour donner l'impression d'être dans une sorte de transe. C'était effrayant, cool et super mode en même temps. Les modèles évoluent dans les sous-sols du temple parisien de l'art moderne, le Palais de Tokyo. C'est tellement beau, tellement artistique. J'aurais adoré être au piano. Entre mode et musique, la relation est ténue et chacun y va de sa petite musique. La créatrice Christelle Cochet a choisi le Théâtre des Folies Bergères et son ambiance musicale pour présenter sa collection hiver. En fait, les Folies Bergères a été aussi le point de départ. Tout mon travail sur l'artisanat, tout le travail que je fais sur les broderies, sur les recherches, je voulais qu'il soit un peu plus mis en avant, comme dans un écran. Et je voulais avoir un moment plus intime. Et je pense que c'était le parfait endroit. Un écrin idéal pour une collection en équilibre entre couture et streetwear, avec des silhouettes très parisiennes, ultra travaillées, pleines de nonchalance. Laissez-nous maintenant, on va se changer. Les designers de mode ne créent rien ex nihilo. Quand ce n'est pas une musique qui sonne le point de départ d'une collection, ce peut être une ville. Pour Balmain, Olivier Roustin n'en retient qu'une, Paris. La ville lumière, la ville de toutes les lumières. Je prône vraiment la diversité, le métissage, et je pense que c'est important de faire bouger les choses. Je pense que les femmes que vous avez vues aujourd'hui, c'est des femmes fortes, des femmes décidées, des femmes qui aiment prendre des risques, confiantes et qui ont beaucoup d'assurance, et j'aime ça, j'aime cette femme forte. Une guerrière, une amazone, carapassonnée, protégée, le vêtement est une cuirasse conçue pour déambuler dans la jungle citadine. Mais je trouve que ça donne la pêche. Vraiment, je trouve que c'est archi vivant. Il y a quelque chose d'urbain que j'aime en fait. Parfois, c'est un mélange explosif d'époques, de personnalités, de styles musicaux qui inspire les cerveaux créatifs. Pour John Galliano, Bill Gayton mélange raffinement et extravagance pour rendre hommage à une figure mondaine emblématique du début du XXe siècle. L'inspiration, c'était la marquise Cassati, donc quelque chose de très décadent et riche. Éclectique aussi parce que Galliano, c'est l'éclectisme. La marquise Louisa Cassati, une muse et une mécène qui aurait pu écouter, si cela avait existé au début du XXe siècle, du punk et du new wave. On a voulu créer un contraste pour donner un esprit très anglais, alors j'ai pensé que les Sex Pistols et Adam Ant, ça marchait super bien. C'est du rock punk dur. J'adore, c'est ma génération. La chinoise Ma Chama prône aussi cette ambiance très rebelle. Elle a passé son temps à Pékin, suivi ses études à Londres et partage aujourd'hui son temps entre Shanghai et Paris. Cette collection s'inspire du punk. C'est une combinaison de tailoring hyper structuré avec des pièces beaucoup plus destroy. Le punk n'est pas mort. Jamais. Ma Chama a été la première chinoise à défiler devant la presse internationale à la Central St. Martin's de Londres. Je pense qu'elle représente la nouvelle génération chinoise dans la mode. Et il y a beaucoup de gens cool et jeunes ici. Et je pense que les gens aiment son style. Et moi aussi. Ma Chama s'inscrit dans la suite logique du travail entamé par les créateurs japonais dans les années 80.
Alors que la mode était aux épaules carrées et aux couleurs criardes, la vague japonaise spartiate a envahi Paris, le monde, et a changé la mode pour toujours. Avec, à sa tête, Maître Yohji Yamamoto. L'avant-garde des années 80 est devenue aujourd'hui un genre de jeunes créateurs qui détruisent les vêtements. Et ça ne me plaît pas. Donc je voulais trouver une nouvelle avant-garde. Le créateur japonais ne fait jamais rien comme tout le monde. Il déteste les tendances qu'il trouve mortellement ennuyeuses. Il adore les superpositions, les drapés, le noir et le décalé. Si un jour j'entre dans l'histoire de la mode, je voudrais qu'on se souvienne de moi comme un créateur étrange. Cuirasse, bouclier, armure, les vêtements proposés pour cet hiver ne manquent d'aucun panache. Ils sont surtout susceptibles d'enflammer les regards, mais tout en suscitant le respect. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons dans les coulisses du célèbre musée du Louvre à Paris, à la rencontre des artisans d'excellence. Ces petites mains sont garantes des milliers d'œuvres de cette institution mythique qui accueille 9 millions de visiteurs chaque année. Reportage. Le Louvre est à la fois le musée le plus mythique et le plus grand de la planète. 9 millions de visiteurs par an, 30 000 par jour en moyenne, pour admirer les quelques 38 000 œuvres exposées. Les réserves de cette institution en contiennent 11 fois plus. Un trésor inestimable qui reprend vie chaque mardi, jour de fermeture du musée. Les œuvres sont déplacées dans un balai parfaitement rodé. Guillaume Scherf, le conservateur du département sculpture, est toujours présent. C'est toujours un peu dangereux, enfin un petit peu stressant. Enfin, il y a des moments qui sont plus stressants que d'autres, mais à chaque fois on sort une œuvre de son contexte, et donc il faut faire attention. Les maîtres du jeu lors de ces mouvements d'œuvre sont les installateurs, épaulés ce jour-là par les marbriers. Aucun mouvement superflu, la concentration est maximale, tant chaque pièce déplacée est précieuse. Chaque mardi, nous sommes en salle à faire des manœuvres comme celle-ci. Nous, on a une formation de taille de pierre, ce qui nous permet de comprendre les volumes et les fragilités des sculptures. Cette sculpture-là, L'amour de Jacques Sally, vaut 5,5 millions d'euros. Et puis, on a une vue de profil. Et là, la lumière, elle frappe comme ça. Classée trésor national, elle fut l'œuvre préférée de la marquise de Pompadour, maîtresse de Louis XV. À quelques couloirs de là, sous l'une des 403 salles du musée, la restauration du mobilier d'usage est confiée à 5 ébénistes. C'est agréable de travailler au Louvre? C'est un privilège. C'est plus qu'agréable de travailler au Louvre. On s'ouvre l'esprit comme on ne pourrait pas le faire ailleurs, quoi. C'est que on voit du monde, on voyage pas mal. Dans la tête, mais on voyage. Il travaille dans l'un des 14 ateliers dédiés à la mise en valeur des œuvres. On a eu un bus d'urgence à sortir de salle parce qu'il glissait. On l'a ramené à l'atelier pour lui faire un socle de fixation. C'est prestigieux, c'est un honneur d'être en contact avec toutes ces œuvres. Est-ce qu'on a peur de casser quelque chose? On y pense tout le temps, mais faut pas penser à ça. Faut être sûr de soi. Pour tous ces techniciens d'art, la transmission du savoir-faire est un devoir. Lui, il est sur
sur un apprentissage pour aboutir à un CAP de taille de pierre. Donc là, on utilise... Voilà, il est chez les compagnons. Il dépend des compagnons du Tour. Là, on a particulièrement un doué, là. Ça fait longtemps que vous avez appris, que vous pratiquez ? J'ai débuté début septembre. Là, début septembre. Magie du trompe-l'œil. Qui aura remarqué que certains socles étaient en faux marbre ? Celui de la Vénus de Milo, par exemple. Les 9 peintres décorateurs du Louvre en sont les auteurs. On a commencé par faire de la fausse pierre, donc des trompe-l'œil, un peu comme vous voyez ici. Voilà, et tout de suite, moi qui étais déjà dans le dessin, ça m'a permis de développer cette passion et de continuer dans cette lancée. Il existe même une forge sous le Louvre, destinée à créer sur mesure les différents systèmes d'accrochage et de présentation des œuvres. L'objet d'épouse l'œuvre, c'est-à-dire que nos montages épousent l'œuvre, c'est pas le contraire. Les gens voient que l'œuvre, ils ne voient pas le nombre d'heures d'exécution du montage. C'est quand même un métier passionnant. Si vous avez 100 œuvres, vous avez 100 montages différents. Une précision d'orfèvre pour permettre, quelques heures plus tard, à ces tabatières d'être comme suspendues dans leur vitrine. Le Louvre possède une collection impressionnante de 9000 cadres, exposés ou en réserve. Un fonds précieux pour habiller les peintures du musée. 6 encadreurs et doreurs veillent à leur conservation selon des techniques ancestrales. Ici, nous avons à cœur de ne jamais restaurer un cadre dans son entier. On va vraiment intervenir que sur les manques, parce qu'on respecte sa dorure d'origine. Cette patine fait partie de l'histoire du cadre. On veut donner l'impression que le cadre a tout à fait bien vieilli, tranquillement en fait. Que le temps est passé avec poésie, disons, et pas avec agressivité. Un laboratoire de savoir-faire servi par 110 techniciens d'art, 8 siècles d'histoire et de culture. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.